Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, leader mondial des avantages aux salariés. On dit comme ça, avantages aux salariés, carte prépayée, comment est-ce que... Alors, avantages aux salariés, mais aussi mobilité et paiement inter-entreprise. Exactement, titre resto, carte essence, chèque cadeau et j'en oublie. Il faut qu'on parle d'un sujet. Vous êtes dans le viseur des autorités italiennes, il faut qu'on en parle. Je donne un peu les éléments et on va en parler. La justice italienne a ouvert une enquête en février portant sur de potentielles fraudes et trucages d'un appel d'offres en 2019. Expliquez-nous concrètement, pour que chacun et chacune comprenne ce dont il en retourne. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Alors non, je ne suis pas inquiet. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas eu de fraude, mais on va laisser la justice italienne poursuivre son chemin. Alors, en deux mots, un appel d'offres en 2019 où on gagne 40% de cet appel d'offres. En faisant ça, on fait du mal à un acteur italien qui va devant le tribunal de commerce en disant la réponse n'est pas forcément correcte à l'appel d'offres. Ce qu'on fait tous au travers du monde. Le premier juge dit non, tout va bien. En appel, le deuxième juge dit c'est pas parfait la manière dont vous avez répondu, donc pour rétablir un équilibre, vous allez rendre un lot sur les 4. Jusqu'ici, rien de plus normal dans des disputes commerciales. Mais en Italie, il y a une spécificité, c'est que quand vous perdez devant une juridiction, vous pouvez aller au pénal. Et donc, cet acteur italien a porté le dossier au pénal en disant puisque le deuxième juge en appel a considéré que la réponse n'était pas parfaite, on demande à un juge pénal de vérifier s'il n'y a pas eu une intention de fraude qui serait pénalement répréhensible. Et voilà en fait le dessous des cartes de cette dite affaire italienne. Aucune inquiétude? Je ne suis pas inquiet parce que toutes les enquêtes que nous avons menées en interne nous font penser qu'il n'y a eu aucune fraude. Au pire, il y a eu une maladresse dans la réponse à l'appel d'offres. Donc, je ne suis pas inquiet. Ok. Et donc, sur vos procédures de contrôle de votre filiale italienne dans le cadre d'appel d'offres, il y a eu malgré tout des procédures qui vont changer? Alors oui, parce que... sur ce qui vous a été reproché? Oui, parce qu'on apprend toujours. Et donc, en regardant et en creusant, on s'est dit, pour éviter ce genre de mésaventure, on peut peut-être faire mieux dans nos procédures de contrôle interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, chez Edenred, toute réponse à un appel d'offres d'une certaine taille devra recevoir la signature de tous les membres du COMEX, dont celui qui est responsable de la compliance, donc sa responsabilité de relire l'ensemble, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce qui n'était pas le cas systématique. Voilà. Donc, je vais vous donner une deuxième raison pour laquelle je ne suis pas inquiet, c'est que quand vous avez ce genre de choses qui apparaissent, vous pouvez faire peur à des clients qui disent ne sachant pas, peut-être qu'on pourrait ne pas travailler avec Edenred. Eh bien, figurez-vous que cet appel d'offres s'appelle Consip 9, ce qui est la centrale d'achat de l'État italien. Consip 10 a regardé et nous a écrit en disant on continue ensemble. Ça, c'est pour le secteur public. Et pour le secteur privé, je suis très heureux de vous annoncer que la première banque italienne qui s'appelle Unicredit, qui faisait 50% de ses besoins en avantage aux salariés avec Edenred, vient de décider que le 50% deviendrait 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui regardent de très près ne sont pas inquiets quant à l'éthique et à la probité d'Edenred en Italie. Dans le pire des cas, vous pourriez écoper d'une amende? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que le droit italien dit que le juge pénal pourrait infliger une amende à Edenred. Et d'ailleurs, comme ça se fait toujours en Italie, ce juge a pris les dispositions en disant s'il y a un préjudice, on estime le montant total de ce préjudice à 20 millions d'euros et on demande donc à Edenred de mettre 20 millions d'euros sur un escrow account, donc un compte bloqué. Ça a été fait. Donc ça n'ira pas au-delà de 20 millions d'euros? Alors, a priori, non, voire même quand on regarde les détails du calcul, le juge a pris en fait le chiffre d'affaires sur ce contrat, sur la durée du contrat. Or, s'il y a un préjudice, il doit être calculé sur le profit qu'on fait et non sur le chiffre d'affaires. Bon, donc pas besoin de provisionner ce montant dans vos comptes, puisqu'il y a déjà l'argent a été séquestré, enfin je sais pas. Absolument. Bon, c'est une bataille judiciaire? On peut estimer que Edenred s'engage en Italie dans une bataille judiciaire? Alors, bataille, peut-être que le terme est un peu fort.
On sait que c'est des procédures qui durent à peu près 2 ans. Et possiblement encore plus loin s'il y a de la cassation, j'imagine. Alors oui, ça peut être entre 2 ans et 4 ans en fonction de premier jugement, appel, cassation. Donc bataille, le terme est un peu fort, mais on sait qu'avant que ce soit totalement purgé, on est parti pour 2 à 4 ans. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que ceux qui connaissent et qui sont allés dans le fond du dossier, notamment en Italie, parce que c'est une procédure très spécifique en Italie, ceux qui connaissent, donc le même organisme dit « Non, non, mais nous, on continue à travailler avec Edenred ». Et le secteur privé dit bah, « Non seulement on continue, voire même on accélère », c'est le cas d'Unicredit. Donc notre taux de croissance en Italie est très bon. Ça vous pousse aussi à revoir des procédures de contrôle dans le cadre d'appels d'offres dans d'autres pays aussi, oui, pour prendre les devants? Absolument. C'est-à-dire que la réponse à un appel d'offres, surtout pour le domaine public, est en fait très technique. Je vais vous prendre un exemple. On fait 450 réponses d'appel d'offres en France. Il y a eu un gros appel d'offres pour un gros acteur public qu'on a perdu vis-à-vis de l'un de nos concurrents. On a dépioté la réponse du concurrent et on est allé devant un juge en disant « Ah, à cet endroit, donc c'est une bataille procédurale, à cet endroit, la réponse n'est pas correcte. » Et le juge nous a donné raison en disant « Edenred a raison, donc le donneur d'ordre doit refaire un appel d'offres. » Appel d'offres qui a été refait, que nous avons gagné. Donc si vous voulez, ce genre de bataille… pays, on peut être d'un côté ou de l'autre, quoi. En tout cas, sur la première phase. La deuxième phase, qui est d'aller devant une juridiction pénale, ça, c'est très propre à l'Italie et à l'histoire italienne. Mais cependant, c'est une bonne leçon pour nous, c'est-à-dire qu'on sera encore plus vigilant dans la réponse à l'appel d'offres et dans la compréhension. Dans tous les pays, même dans d'autres pays. Cette procédure est déployée dans tous les pays. De tout méfait peut naître un bienfait. Exactement. Mais est-ce que ce feuilleton judiciaire, s'il y a feuilleton, ça peut rythmer aussi le cours de bourse qui a aussi un peu bu la tasse? Est-ce que c'est une épée de Damoclès pour vous? Parce que ça peut durer, c'est le temps de la justice. Au-dessus du titre, je parle du titre, on a vu la réaction des marchés, oui. Était négative. Alors moi, ce que je crois, c'est que comme il s'agit d'une juridiction pénale et que tous nos investisseurs ne sont pas italiens, quand on lit, on se dit « Oh là 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 là, c'est peut-être grave oui. ». Et donc, il faut le temps de la compréhension et de l'explication. Et donc, je pense que cette hypothèque sur le cours va se lever assez rapidement. Mais il faut laisser un peu de temps au temps. Donc c'est excessif, la réaction des investisseurs, elle est excessive. En même temps, ça peut leur rappeler d'autres mauvais souvenirs avec l'amende en France infligée par l'autorité de la concurrence. Il y a eu le parallèle qui a été fait, il faut se mettre à leur place. Bien sûr, mais je me mets tout à fait à leur place et je comprends la réaction. Les bonnes nouvelles sont les suivantes. La première, c'est que les analystes financiers qui regardent de près Edenred, et il y en a 19. Il y en a 14 qui sont à l'achat et 14 qui disent la valeur intrinsèque d'Edenred est au moins de 62 € par action. Ouais, c'est le plus haut historique, 62. Pardon ? C'est le cours le plus haut historique. Exactement. Et donc ça veut dire que ceux qui connaissent de près Edenred et ses ressorts et son éthique disent non, la valeur intrinsèque d'Edenred n'est pas 45, mais elle est 62. C'est 14 sur 18. Et après, ou sur 19, vous en avez 4 qui sont neutres et vous en avez 1 à la vente. Donc ça veut dire quoi? Celui-là, on lui retire ses tickets resto. Hein. Non, justement, on lui en donne plus pour qu'il comprenne à quel point c'est une bonne maison. Mais donc, ce que je veux dire, c'est les observateurs les plus fins ont déjà rendu leur avis. Mais il est vrai qu'il faut que ça passe un petit peu dans le sang, que ce soit expliqué, que l'écume s'apaise pour que les choses repartent. Au mois de septembre, autre sujet, Bertrand Dumazy, Olivia Grégoire, la ministre chargée notamment de la consommation, va présenter un texte de loi sur tout ce qui est réforme du ticket resto. Est-ce que vous craignez, parce que je sais que ça circulait, une suppression de cette niche fiscale sur les titres resto qui sont exonérés d'impôts et de charges sociales, enfin de cotisations sociales? Non, vous craignez pas? Non, je ne le crains pas. Vous avez de l'info en plus haut lieu? Alors, c'est peut-être un peu excessif de l'info en plus haut lieu, mais on a fait partie des groupes de travail. Si je résume, d'abord, moi, je salue le travail de concertation qui a été fait par Madame Olivia Grégoire et son cabinet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet délicat. Autour de la table, vous avez des employeurs, des employés, des marchands, dont des restaurateurs, l'État et les émetteurs. Donc déjà, vous avez 5 parties prenantes. 5 parties prenantes qui peuvent avoir la volonté de tirer la couverture à eux. Puis quand on la tire un peu trop, le voisin d'à côté dit moi je ne m'y retrouve pas dans cet équilibre. Donc Madame la ministre a pris le temps d'écouter
un par un chacun des collèges, mais aussi de les écouter tous ensemble. Et en fait, ce que j'en comprends des réunions de travail dans lesquelles on était, c'est que déjà 90% des participants sont d'accord sur les axes qui sont donnés par Madame la Ministre. Donc c'est déjà un formidable succès, c'est-à-dire faire converger des populations très différentes et qui arrivent chacun avec leurs intérêts. Donc en fait, on a une très grande convergence derrière un sujet où la ministre a été très claire en disant « je veux plus de titres restaurants en France ». On se rappelle qu'il y a seulement 25% des salariés français qui utilisent du titre restaurant. Et que si on compare ce pourcentage par rapport à plein d'autres pays, c'est très faible. Dans plein d'autres pays européens, c'est 50, 60%. Alors que c'est né en France. Alors que c'est né en France. Le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Deuxièmement, derrière cette réforme qui se met en place, il y a des idées quand même très bonnes qui sont apparues. La première, c'est qu'il faut en finir avec le papier. Il faut en finir d'abord parce que pour les restaurateurs, avoir un circuit carte et un circuit papier, ça multiplie les coûts. Pour les émetteurs, c'est aussi anti-économique de soutenir ce système. Et je rappelle que dans plein de pays, il n'y a plus de papier. Moi, le dernier papier de ticket restaurant au Brésil, il est encadré dans mon bureau en 2016 au Brésil. Mais je peux vous prendre plein d'autres exemples. En Belgique, c'était en 2016 également. Donc, arrêter le papier, c'est une très bonne chose. Pour baisser, pourquoi pas aussi les commissions, parce que quand on écoute beaucoup de restaurateurs qui ne sont pas contents que les gens puissent payer, que les salariés puissent payer leurs courses avec les tickets resto, mais ça c'est un autre sujet, on va en parler, mais qui pèsent aussi contre le niveau des commissions, pas seulement Edenred, mais tout le monde. On leur répond quoi? Alors, moi, ce que je leur réponds, c'est plusieurs choses. D'abord, la fin du papier va permettre d'avoir un coût plus bas pour eux, c'est-à-dire que le prix moyen de la commission, enfin la commission moyenne en papier est plus élevée qu'en carte. Donc déjà, on arrête ça. Dans un rapport de... Alors c'est une dizaine de pourcents plus cher. Deuxièmement, c'est du temps aussi, c'est-à-dire qu'une carte c'est payé, vous êtes payé, du papier, vous faites vos petits tas. Je rappelle qu'il y a 12 émetteurs en France. Donc vous faites vos petits tas papier et puis vous envoyez à chacun des émetteurs et vous attendez le remboursement. Vous voyez ce que ça représente en termes d'ennui de gestion et de temps passé. Donc déjà, le coût total de la solution va baisser pour eux. Donc il faut arrêter le papier le plus vite possible, mais vous m'avez entendu plusieurs fois le dire. Deuxièmement, sur les commissions, il y a une erreur fondamentale qui est faite de dire mais sur une carte bleue, je paye 1,5%, pourquoi je paye 3,5 ou 4% avec une carte Edenred? Voilà, c'est ça la question. Parce que Edenred n'est pas un moyen de paiement. Nous, on est la force de vente externalisée des restaurateurs. Grâce à nous, il y a 9 milliards d'euros qui sont cofinancés par l'employeur et l'employé, qui sont déversés notamment chez les restaurateurs. Et donc, ce qu'un restaurateur paye, ce n'est pas juste une transaction, parce que si c'était juste une transaction, évidemment que c'est trop cher. Il paye un service. Il paye les centaines de commerciaux que j'ai sur le terrain, les flux entrants, qui vont convaincre des entreprises de mettre ça en place. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini, c'est-à-dire avec un taux de pénétration de 25%, c'est bien plus de volume qu'on pourra apporter aux restaurateurs si on nous laisse les moyens de le faire. Les 75% qui restent d'entreprises qui ne distribuent pas encore des tickets resto, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des grands groupes qui le font. Le marché, il est sur les PME, les ETI, les TPE. Alors, il y a plusieurs catégories, mais vous avez raison. La première catégorie, c'est la catégorie des PME, donc avec un coût d'acquisition pour nous qui est très important, parce que vous parlez à un grand groupe, vous avez 5000 collaborateurs, vous parlez à une PME, vous en sortez 50 derrière. Donc, il y a encore beaucoup de PME qui n'utilisent pas ces solutions. Si, ça l'est, mais ça doit être bien géré et rétribué au juste prix. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'est pas forcé d'accepter du titre restaurant. Moi, j'ai des copains, j'ai un copain crépier à Carnac qui dit « Mais attends, je ne prendrai jamais tes tickets ». Et je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Je travaille 3 mois par an et je suis plein. Donc, je n'ai pas besoin de ramener du volume. Donc, ton volume, même à 0,1%, je ne le prends pas. J'en ai pas besoin. » Et il me dit « En revanche, je vais voir ma sœur qui travaille dans le quartier d'affaires de Nantes. Sans le titre restaurant, elle ne peut pas vivre. » Et il me dit, d'ailleurs, tu ne devrais pas lui demander 4%, tu devrais lui demander 10 ou 12%, parce qu'elle en a besoin et elle valorise ce volume. Donc je rappelle aussi qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce service, on n'est pas un service public. On fait son choix. Est-ce qu'on valorise le volume qui est ramené grâce à Edenred et ses forces commerciales ou pas? Bon, sur le sujet, c'est intéressant. Sur le sujet mis en place pendant le Covid, on s'en rappelle, on peut acheter jusqu'à 25 €, c'est ça? Oui. On peut acheter certains aliments dans les supermarchés.
avec ces tickets resto, ce qui fait hurler beaucoup de restaurateurs, on les comprend. Le dispositif a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous savez si le gouvernement va pérenniser le dispositif? Alors, je ne le sais pas, mais je me mets à la place du gouvernement. Il faut toujours, comme le disait Raymond Aron, se mettre dans les chaussures de l'autre. Je pense que c'est très difficile pour le gouvernement de revenir en arrière. Après, moi, j'ai un point de vue. Il faut se rappeler de ce qu'est le programme titre-restaurant en France. C'est un programme d'alimentation au travail. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui disent « je vais financer le repas de mes collaborateurs pour qu'ils mangent correctement. » Et pas les courses de la maison. Exactement. Et donc, il faut quand même se rappeler que c'est l'employeur qui en paye 60%. Et donc, premièrement. Et deuxièmement, l'employé peut dire « ah ben oui, mais moi j'en paye 40%, donc je peux aussi décider du truc ». Sauf que l'État dit, puisque c'est un programme d'alimentation au travail et que ça aide à la santé publique et à la productivité de l'économie française, alors ça doit être utilisé de manière encadrée. Et de manière encadrée, c'est l'alimentation au travail, pas l'alimentation le dimanche ou quand on ne travaille pas le dimanche, ou l'alimentation le soir pour sa famille. Donc moi, je comprends des employés qui disent je voudrais l'utiliser comme je veux. Évidemment, moi, je pourrais avoir cette réaction. C'est votre intérêt aussi. C'est mon intérêt, mais dans le fond, moi, je crois qu'il faut bien garder l'aspect social du programme, c'est l'alimentation saine au travail. C'est pour ça que par rapport à ce que vous disiez avant, ça n'est pas une niche fiscale. C'est un programme d'alimentation saine au travail. Niche dans le sens, vous comprenez, niche dans le sens… Je le comprends. En franchise de cotisation et d'impôt. Oui, mais parce que ça permet d'avoir une économie française… Ça coûte combien à l'État en termes de franchise, en fait, et de charges sociales? Ça ne coûte rien à l'État. Parce que ça rapporte. Ça rapporte beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en gros, ça lui coûte en non-rentrée fiscale à peu près 1,2 milliard, mais ça lui en rapporte 2,4 milliards. En TVA, mais aussi en création d'emplois. C'est-à-dire que quand vous avez 15 personnes de plus dans un restaurant, c'est un emploi de créé. Et ces études, elles ont été faites maintes fois avec d'un côté les économistes keynésiens et de l'autre avec les économistes libéraux. Et on a réussi cette performance avec… À les mettre d'accord. À les mettre d'accord. Oui, c'est rare, ça. Où les deux disent oui, ça rapporte beaucoup plus à l'État que ça ne lui coûte. Mais vous admettez en tout cas, Bertrand Dumazy, que c'est un peu dévoyé, en tout cas que le fait d'utiliser son ticket resto pour aller faire ses courses le soir, un samedi soir, pour la maison. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux d'éviter pour garder la pureté d'un programme d'alimentation saine au travail. Cependant, c'est quelque chose qu'on peut accepter également, mais je comprends le point de vue des restaurateurs qui disent « c'est de l'argent qui ne va pas venir chez moi ». Après, il faut mettre des chiffres. Le volume total du titre restaurant, il fait à peu près 8,5 milliards, 9 milliards par an de volume de patrons qui financent là. Ce qui va partir dans la grande distribution du fait de cette mesure, c'est entre 500 et 600 millions d'euros. Ah oui. D'accord. Ça reste… Alors, c'est déjà beaucoup d'argent. Si je me mets dans le… En pourcentage. Voilà. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais je comprends le gouvernement qui dit maintenant qu'on est dans le truc, revenir en arrière, ça va être difficile. Il peut y avoir au contrat quelques petits coups de canif pour peu que ça ne le dénature pas. 2023 a été une année record pour Edenred, notamment un chiffre d'affaires en hausse de 23,7%. Je rappelle les chiffres. Ça, du mois de février, on a pas eu le temps d'en parler ensemble, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous pourriez faire aussi bien cette année en termes de croissance? 23,7%. C'est bien parti, puisque le premier trimestre de l'année 2024 a donné, pour la 8e fois consécutive, une croissance de plus de 20% en organique. Donc on est bien parti pour avoir une très bonne année, parce que la stratégie qu'on met en place et les investissements qu'on fait payent partout dans le monde et surtout en termes d'investissement. Je revoyais les chiffres, c'est quasiment 500 millions d'euros d'investissement. Voire annuellement. Ça sera plus proche des 600 millions en 2024 que des 500 millions. Vos priorités, on le comprend bien, Bertrand Dumazy, c'est à la fois, c'est surtout de développer toutes ces activités annexes au titre restaurant. Oui. Ça. En fait, Edenred, il faut le penser désormais comme une plateforme digitale qui sert 60 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, Uber Eats, c'est 80 millions. Donc là, je m'adresse à la communauté française en disant, parfois on a des complexes, en se disant, les Nord-Américains sont tellement forts et nous on est tellement petits. On n'est pas plus bêtes que les autres. C'est-à-dire, vous prenez une société comme Edenred, en quelques années, on sert 60 millions de personnes de manière digitale. Premièrement. Deuxièmement,
on a beaucoup parlé du ticket restaurant, mais on fait plein d'autres choses. Le ticket restaurant fait désormais 40% de notre chiffre d'affaires. On fait plein d'autres choses. À terme, ça pèse combien dans 5 ans? Alors, d'abord, je pense que d'ici à 2030, le chiffre d'affaires d'Edenred passera de 2,5 milliards à 5 à 6 milliards. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, la proportion du ticket restaurant va probablement baisser parce qu'on a des activités qui sont encore plus en croissance. Donc, par exemple, quand on fait des solutions d'engagement aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, qu'on va déployer en Europe continentale avec la France, l'Italie et la Belgique en premier, sachez qu'en 2023, cette activité a cru à plus de 25%. Donc, elle a surcontribué, donc le ratio devrait baisser un peu. Quand on pense à la mobilité, on s'est engagé massivement pour l'électromobilité. Ouais. Donc, avec les solutions Edenred, désormais, vous allez pouvoir installer des bornes sur votre lieu de travail, les gérer et agréger ça avec une flotte thermique. Eh bien, cette activité sera en croissance de bien plus de 20%. Donc, on va continuer à être à fond sur le produit historique, mais encore plus à fond sur toutes les choses qu'on est en train de rajouter. Donc avec encore de belles marges de progression à vous écouter. Ah oui, je pense qu'on va continuer à vous surprendre sur de la croissance parce que, en fait, une des caractéristiques d'Edenred, c'est un investissement constant. Même pendant le Covid, on a accéléré nos investissements. Donc ces investissements, pour peu qu'on ne soit pas trop bête et qu'ils soient faits aux bons endroits, vont être les moteurs de croissance de demain d'Edenred. Avec des acquisitions ciblées, on a vu là le danois Spirii qui propose des solutions de recharge justement pour les voitures électriques. C'est ça, poursuivre une filiale d'acquisition. En fait, on a annoncé ce matin le closing. Oui. Donc Spirii, entreprise danoise, et qui est très complémentaire à ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, au départ, sur l'électromobilité, on est rentré, vous avez une carte Edenred, vous pouvez faire le plein, vous pouvez acheter de l'éthanol ou du bioéthanol quand vous êtes au Brésil, et puis faire de la recharge électrique. Vous avez 610 000 points de recharge électrique sur lequel vous pouvez utiliser la carte Edenred pour y avoir accès. Mais quand on parle aux professionnels de la gestion de flotte, ils nous disent « écoute Dumazy, ça c'est super, mais mon problème n'est pas là. Je suis Amazon, je dois électrifier ma flotte. Premièrement, comment je fais pour avoir des bornes de recharge dans mes dépôts? Deuxièmement, comment je fais pour les gérer? Parce qu'une borne, elle marche plus ou moins bien, il y a une intensité plus ou moins forte. Tertio, comment je fais avec des flottes de véhicules hybrides? C'est-à-dire j'ai du full électrique, j'ai de l'hybride et puis j'ai de l'essence. Comment je gère tout ça? Qui paye quoi et quand? Installer des bornes, ce n'est pas votre métier, ça? Non, mais en revanche, aider à la planification de l'installation et la gestion de la borne, ça, oui. Comme un téléphone portable, en fait, vous avez le hardware et puis après, vous avez l'operating system. Ouais. L'operating system qui permet de gérer cette borne. Et ensuite, la couche dans le cloud qui permet de consolider toutes les bornes et de dire à un fleet manager, ce mois-ci, tu as dépensé autant, ça se décompose comme ça par flotte, qui a dépensé quoi, et ça, c'est de la dépense perso, ça, c'est de la dépense pro. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas nous qui allons installer les bornes, mais c'est nous qui allons arriver avec un schéma directeur d'installation et après d'intégration digitale. Ben voilà, ça fait du boulot. Et je reviens juste, Bertrand Dumazy, sur le cours le plus historique à 62 €. Oui. C'était en juin 2023. Oui. C'était au moment de votre entrée au CAC 40. Et depuis, donc, l'action a perdu pour les raisons qu'on a évoquées. Oui. 25%. À la fois, un, qu'est-ce que vous dites aux actionnaires qui vous regardent? Et puis deux, est-ce que, vous voyez, quand on entre au CAC 40, ben voilà, on est regardé, on est scruté, c'est le début des emmerdes, hein, vous pourriez le dire, ça? Non, moi je pense d'abord qu'il faut être adapté à l'environnement dans lequel on est. On est une boîte cotée et on adore cela. Mais on sait que dans les parcours, parfois c'est un peu heurté, c'est-à-dire que quand on a démarré la transformation profonde d'Edenred, le cours, moi j'ai démarré à 13,50 €. Donc en fait, on a fait quasiment x4 par rapport au niveau où on est actuellement, ce qui est déjà pas mal. Oui. Cependant, est-ce qu'on est content avec la performance boursière actuelle? La réponse est non. Mais les analystes nous disent, nous on pense que la valeur intrinsèque d'Edenred, pour l'instant, elle est à 62. Donc ça, malheureusement, ça fait partie du parcours. Donc mon message à nos actionnaires, c'est soyez patients avec Edenred. Le fondement économique d'Edenred est très bon. 8e trimestre consécutif de croissance organique à plus de 20%. Vous ferez au moins 20% de croissance sur 2024? On va dire une chose à la fois, mais on a fait ça sur le premier trimestre 2024. Donc ce que je peux dire à nos actionnaires, c'est soyez sûrs que nos intérêts sont alignés. Les collaborateurs d'Edenred sont actionnaires comme vous l'êtes.
Deux, soyez sûr qu'on prend très au sérieux les messages qui nous sont envoyés. On en a parlé pour l'Italie, etc., etc. Trois, les hypothèques vont se lever. C'est-à-dire la réforme en France sera une bonne réforme. Tant qu'on n'y est pas... Et bénéfique pour Edenred. Bénéfique pour tout le monde, y compris pour Edenred. Mais je me mets à leur place en disant oui, mais tant qu'on ne sait pas, il y a de l'incertitude. Ah oui. C'est vrai. Mais l'incertitude va se lever et on en tirera toujours des bonnes choses. Et on se rappelle aussi que la France, c'est 16% de notre chiffre d'affaires et 8% sur le ticket restaurant. Mais on en tirera toujours de bonnes choses parce que c'est l'avantage social préféré des Français et le gouvernement veut plus de titres restaurants en France. Donc les hypothèques vont se lever et le sous-jacent économique qui est très solide en termes de croissance et de profitabilité fera que les choses vont revenir dans l'ordre. Mais on partage leur peine pour l'instant puisqu'on est actionnaire comme eux. Bon, merci en tout cas. Merci pour cet entretien avec Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred. Merci à vous. Merci David Jacot. À bientôt.